Bonjour tout le monde, bienvenue au panel Empreinte Carbone. C'est un sujet, je pense, qui est intéressant pour tout le monde. Bienvenue à chers panélistes, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur Ahmed, Monsieur Adel. Je vais laisser la parole à Monsieur l'ambassadeur. On sait tous que la Tunisie est un partenaire de l'Union européenne, surtout depuis l'accord de libre-échange entre les deux parties en 1995, la signature de l'accord de libre-échange. Donc la Tunisie est devenue un partenaire stratégique pour l'Europe, surtout qu'une grande partie de l'export tunisien est destinée pour l'Europe. D'où l'importance du rapport entre la Tunisie et l'Union européenne. Donc, Monsieur l'ambassadeur, je vous cède la parole pour parler de la stratégie de cet accord, du rapport sur l'empreinte carbone entre l'Union européenne et la Tunisie. Ouais, je vous laisse la parole. Merci. Merci beaucoup, Abir Sassi. Je vais faire abus que je suis le premier qui intervient pour amplifier un peu les messages. Donc, je me lève pour un petit moment, mais je serai avec vous pour cette matinée. Aussi pour dire jusqu'à quel point je suis heureux. Merci beaucoup, Anaïs Morae, de nous avoir sollicités. Et pour nous, comme tu avais déjà dit, que c'est récent comme politique, mais c'est un thème qui résonne fortement ici parmi les industries. Je me souviens encore d'un panel similaire il y a quelques semaines maghrébin aussi. En fait, c'était un des questions clés et avec quelque chose qui risque de nuire et d'être mal interprété si on ne peut pas utiliser des forums et des spécialistes et des modératrices et en experts comme Abir Sassi pour commencer à adresser un thème majeur pour l'Union européenne et un thème majeur comme test de notre partenariat, notamment dans tout ce qui est le réglementaire et son impact pour des partenaires, des industries, des entreprises ici en Tunisie. Donc derrière fond, vous en avez certainement déjà parlé hier, tous au courant du changement climatique et la menace existentielle, la plus lourde qui pèse sur notre temps. Et c'est vraiment ça qui est le DNA des efforts réglementaires de l'Union européenne à l'instar pour garder le lead, mais garder le lead avec ses partenaires dans des ambitions pour devenir neutre pour le climat en 2050. Donc j'avais pensé de partager deux choses pour en faire la suite avec le panel. Brièvement, de réesquisser quand même les mesures prises dans l'Union européenne pour décarboner les activités économiques et avec, comme demandé, une attention particulière sur le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. MACF, c'est peut-être un nouveau acronyme à lequel on doit se familiariser, MACF. Et puis, plus pertinent, je pense aussi pour discussion, les actions que la Tunisie et l'Union européenne peuvent mener ensemble face à ce défi majeur et au rôle des entreprises qui sont fortement ici présentes. Donc, en effet, la Tunisie et l'Union européenne sont des partenaires engagés dans un processus beaucoup plus large, notamment dans le cadre de la conférence des parties. Rappelons en guise d'introduction les engagements pris et le processus au niveau national à travers les contributions déterminées au niveau national. J'en passe qu'en 2019, l'Union européenne a déjà adopté son pacte vert qui transformera l'Union européenne en une économie pas seulement moderne, pas seulement efficace, mais dans l'utilisation des ressources et compétitive, garantissant, et ça c'est la boussole qu'on a demandé de maintenir, la fin des émissions nettes de gaz à effet de serre ici à 2050. Ceci est un objectif contraignant puisque, entre-temps, il est déjà entré dans la loi même à l'Union européenne. Et puis atteindre une croissance économique dissociée de l'utilisation des ressources, donc decoupling, comme c'est le cas déjà depuis quelque temps. Et là, la Tunisie, dans la version actualisée de sa propre contribution déterminée au niveau national, CDN, prévoit aussi de réduire l'intensité carbone de 45%, si mes informations sont bonnes, par rapport à 2010. Et l'ambition sur le côté atténuation continue avec 35% d'énergie renouvelable en 2035. Pourquoi je recite ces chiffres? Parce que le message ici est clair. Nous sommes partenaires dans ces objectifs. Donc,
Le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, adopté en fait le 25 avril, pour être précis, et le moment est donc particulièrement opportun pour se pencher sur cette réglementation qui suscite beaucoup d'intérêt en Tunisie, comme je l'avais déjà dit. Le CBAM a pour objectif de prévenir le risque de fuite de carbone. Donc ça, c'est l'objectif essentiel, qui augmente alors que l'Union européenne relève son niveau d'ambition climatique et que les différences entre les niveaux d'ambition à l'échelle mondiale persistent. Le risque existe en effet de voir la production de se délocaliser dans des pays dont la législation environnementale est moins ambitieuse ou de voir augmenter les importations de produits intenses de carbone fabriqués dans ces pays. Cela aurait l'effet d'augmenter globalement les émissions de carbone au lieu de les réduire. Donc, le principe du mécanisme est d'appliquer aux marchandises importées en Europe le prix du carbone pratiqué sur le marché européen. Le CBAM est donc conçu pour fonctionner parallèlement au système d'échange de quotas d'émissions de l'Union européenne, le ITS en anglais, qui existe de l'Union européenne depuis 2005. Et les produits, on peut venir dans le détail d'une manière pour être sûr que ces deux systèmes sont en phase. Et déjà, pour anticiper des questions des entreprises tunisiennes, en fait, cette certaine inégalité entre l'accès à des quotas gratuits va finir à niveau Union européenne et va être introduit à travers un système à pied égal avec toutes les entreprises Union européenne ou à l'extérieur. Donc, quelques précisions importantes s'imposent sur ce mécanisme. Ce mécanisme ne s'applique pas à tous les biens, mais aux biens de certains secteurs à forte intensité de carbone, à savoir, ça c'est l'acier, l'aluminium, le ciment, l'engrais, l'électricité, mais aussi l'hydrogène. Cette liste est établie, mais reste ouverte et pourra être étendue par la suite. Deuxièmement, une période transitoire commencera en octobre de cette année-ci jusqu'à fin 2025, durant laquelle les entreprises importatrices devront simplement déclarer les émissions de carbone produites par leur importation. Aucun montant ne sera dû durant cette phase de test. Est-ce que le système de comptabilité est en train de se mettre bien en place? Et à partir de 2026, les importateurs devront acheter les certificats d'émission basés sur le prix du carbone qu'ils auraient dû acquitter si les biens avaient été produits dans l'Union européenne, sauf si, et c'est une restriction importante, une tarification du carbone d'un montant équivalent a été déjà acquitté dans le pays de production. Si tel est le cas, il n'y aura pas d'achat de certificats nécessaire ou seulement pour la différence. Et ceci montre bien qu'il s'agit d'un outil de politique environnementale. Il faut bien le comprendre, c'est un outil de politique environnementale axé sur le climat et qui sera appliqué de manière non discriminatoire dans le plein respect des règles de l'OMC et d'autres obligations internationales. Donc, ici le message à nos amis partenaires tunisiens, si la Tunisie mettait en place une tarification carbone, comme envisagé déjà dans sa contribution déterminée au niveau national, celle-ci serait acquittée en Tunisie et non à l'importation de l'Union européenne, pour autant qu'elle soit d'un niveau équivalent. Il y a aussi un système prévu, si c'est un système certifiable, donc automatiquement des produits de la Tunisie seront traités comme des produits à l'intérieur de l'Union européenne. Effectivement, un objectif, un enjeu de notre partenariat dans les années à venir. Et je compte sur les industries et les entreprises et les médias aussi pour faire le cas ici en Tunisie pour réaliser cet objectif, comme j'avais dit, objectif conjoint. Et concrètement parlant, avec la photo d'aujourd'hui, les statistiques montrent que la Tunisie entrera dans le champ du mécanisme pour ses exportations, en fait uniquement pour le ciment, pour l'instant. Et là, j'ai revu les statistiques. Il y a 3-4% de ciment en provenance de la Tunisie qui est importé en Europe. C'est un peu au pair, l'Algérie 3%, Égypte 5%. Donc, vous êtes ensemble avec deux autres partenaires de la zone pour voir comment ce système se mettrait en place.
À voir encore comment le phosphate, comme intrant pour les fertilizers, serait à un moment donné aussi inclus, oui ou non. Mais ce sont essentiellement les deux secteurs qui seront touchés. Avec ça, donc, je viens brièvement à mon deuxième point, donc les actions que la Tunisie et l'Union européenne peuvent mener ensemble face à ce défi. Bon, soutenir la transition verte et les efforts de décarbonisation est déjà une priorité claire pour l'Union européenne dans notre cadre de coopération. Quelques-uns d'entre vous auraient peut-être entendu du Global Gateway, qui est la stratégie de l'Union européenne pour promouvoir la double transition verte et numérique dans nos pays partenaires, en stimulant la compétitivité et la sécurité des chaînes d'approvisionnement mondiales. Et à titre d'exemple, on est déjà le premier contributeur dans tout ce que vous faites avec des partenaires internationaux en termes de changement climatique. Et récemment aussi, la contribution de quand même 300 millions d'euros de dons vers le projet de ELMEDS va dans le même sens, dans la même direction. Pour moi, très content que les autorités tunisiennes partagent ces priorités, comme indiqué aussi dans la stratégie industrielle et d'innovation à l'horizon 2035. Donc j'espère et j'ai hâte que ça se mette en place. Et nous travaillons depuis plusieurs années ensemble autour de la décarbonisation des sites industriels. Et là, j'ai un exemple pour, avant de terminer, SUNREF, un mécanisme de financement à l'auteur de plus de 70 millions d'euros, en coopération avec l'Agence française de développement, qui a permis de travailler avec 4 banques en Tunisie pour investir dans la dépollution et dans la cogénération. Et des investissements, clairement un win-win, on investit, la pollution est réduite et c'est rentable pour l'industrie. Donc c'est un business case, ce n'est pas un development case de ce qu'on parle ici. Donc, certainement, nous restons prêts à nous engager avec les autorités tunisiennes pour mettre en œuvre les mesures efficaces de décarbonisation et accompagner les entreprises dans ce processus complexe mais fondamental. Donc, je terminerai en passant au panel bon, en fait, je garde en fait mes conclusions pour mon adresse, notamment sur tout ce qui est la responsabilité sociale des entreprises, qui est fortement testée dans le oui ou non, que les entreprises aussi prennent ce défi ensemble. En tout cas, je me réjouis de l'échange que nous aurons maintenant, d'un intérêt porté pour le secteur public privé tunisien à ces questions, et pour l'opportunité d'être dans cette salle très sympa, je dois dire, avec une audience aussi bien engagée, et avec un panel où j'ai hâte aussi de m'engager avec vous. Merci beaucoup. Merci. Merci, monsieur l'ambassadeur. C'est toujours hyper intéressant d'échanger à propos de cette thématique qui est devenue primordiale à nos jours. Donc on sait tous que les entreprises en ce moment exportatrices en Tunisie, ils ont de plus en plus de pression pour adopter les mêmes stratégies ESG, Environmental and Social Governance, donc pour respecter l'ambition de réduire de 1,5 degré selon l'accord de Paris d'ici 2050. Donc, ce qui veut dire que les entreprises doivent non seulement avoir une ambition climatique précise qui est l'ODD numéro 13, donc lié au changement climatique, et non seulement pour leurs émissions directes et indirectes, comme l'a précisé Madame Soarad hier dans sa présentation, mais aussi sur le scope 3, puisque les entreprises tunisiennes elles font partie du scope 3 pour l'ensemble des clients européens, de l'Union européenne bien sûr. Donc ce qui présente jusqu'à présent 90% de leur empreinte carbone, surtout pour les entreprises industrielles. Et on sait que ça nécessite beaucoup de travail en termes de mapping, en termes de cartographie, donc des deux parties, pour atteindre cet objectif. Donc d'où la nécessité d'automatiser, de numériser, d'aller vers la digitalisation. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de startups qui sont lancées, qui assurent la digitalisation de cette thématique afin de simplifier à ces entreprises d'atteindre leur ambition carbone. Donc on parle de l'empreinte carbone, l'ambition carbone, la décarbonation,
la comptabilité carbone. Certainement, beaucoup d'entreprises me posent la question, c'est quoi la différence entre ces différents termes? Parlons un peu terminologie. Monsieur Ahmed Chaouechi, je pense que vous êtes la bonne personne, vous êtes bien placé pour nous éclaircir sur la terminologie. C'est quoi la différence entre empreinte carbone, calcul carbone, comment on fait le calcul, pourquoi on le fait, comment on réduit les émissions? On commence par le calcul en utilisant quel outil? Il y a pas mal d'outils aujourd'hui avec la digitalisation. On trouve plein d'outils, on ne sait pas c'est quoi la différence en termes de précision dans l'empreinte carbone pour les entreprises. Donc il y a beaucoup de façons, ce qui est plutôt positif. Ça révèle un niveau de conscience haut à l'échelle internationale. Donc est-ce que vous pouvez nous éclaircir sur ces thématiques? Et s'il vous plaît, on va enrichir le speech de M. Ahmed par une belle présentation. Pour vous éclaircir tout ce qu'on vient de citer. La présentation, s'il vous plaît. Merci en premier lieu pour cette invitation. Donc pour la comptabilité carbone, justement l'objectif aujourd'hui c'est de définir ces terminologies-là. Donc, je ne vais pas tarder sur les changements climatiques et les émissions. Juste, il faut savoir que lorsqu'on parle de la comptabilité carbone, on parle seulement des gaz à effet de serre, qui sont 7 gaz à effet de serre. C'est-à-dire, si on est aujourd'hui avec une chaudière dans une entreprise qui fait une mauvaise combustion et qui dégage du CO, du monoxyde de carbone, c'est toxique, c'est mortel, c'est nuisif, mais ce n'est pas un gaz à effet de serre, donc il n'est pas comptabilisé. Donc, juste, il faut savoir ces données-là. Donc, on commence par l'objectif national, c'est de réduire l'intensité carbone et non pas la quantité de CO2. Donc, on parle de l'intensité carbone de 45%. Et pour comprendre qu'est-ce que c'est une intensité carbone et quelle est la différence avec le carbone ou bien le taux de CO2, il n'y a pas mieux que la formule de Kaya, c'est un japonais, qui explique l'intensité carbone. Donc, qu'est-ce qu'il dit, M. Kaya? Pour réduire l'intensité carbone, ou bien pour réduire le CO2, donc il a dit CO2 égale à CO2, il a divisé par l'énergie et multiplié par l'énergie, divisé par le PIB et multiplié par le PIB, il a divisé par la population et multiplié par la population. Qu'est-ce qu'il a dit? Le premier facteur, le CO2 sur l'énergie, il nous donne la typologie des centrales de production d'électricité de l'Aztèque. C'est-à-dire, sur chaque kilowattheure produit, combien j'ai émis de CO2. Le deuxième facteur, c'est l'énergie sur le PIB. Il nous donne la typologie des entreprises en Tunisie. Entre des entreprises qui donnent de la valeur ajoutée, des dinars, qui injectent des dinars avec une grande quantité d'énergie, l'IMCCV par exemple, l'industrie de matériaux de construction, céramique et verre, et entre tout ce qui est transformation digitale, par exemple, les industries des startups qui ont une très forte valeur ajoutée, etc. Donc, on peut agir sur la transformation de notre secteur économique pour réduire les émissions. Le troisième facteur, c'est le PIB sur la population. Pour minimiser le CO2, on peut minimiser le pouvoir d'achat. Et c'est tout à fait normal que lorsqu'on réduit les salaires, on ne consomme pas comme d'habitude, donc on réduit les émissions. Le troisième facteur, réduire la population. D'accord? Donc, il y a certains qui parlent de l'immigration comme étant une action pertinente pour réduire. Il faut juste clarifier ceci. C'est mathématique. Ça peut créer un malentendu. Non. Donc, la formule de Kaya, elle nous donne pas mal de plans d'action à faire. Par exemple, si on change le PIB par les kilomètres, on peut trouver qu'on peut agir sur la performance des véhicules. Donc, on va par exemple migrer vers la mobilité électrique, et on peut agir aussi sur ce qu'on appelle le besoin en déplacement. Si on fait des aménagements urbains avec les outils de planification stratégique, le PAU, le plan de déplacement urbain, etc., l'architecture de la ville de manière à réduire le besoin en déplacement, ça contribue à réduire le CO2. Ou bien la troisième manière de présenter les choses, améliorer l'efficacité énergétique de la production, augmenter la durée de vie
d'accord, des produits, ou bien améliorer tout ce qui est consommation responsable. Qu'est-ce que c'est réellement l'intensité carbone? L'intensité carbone, c'est le CO2 sur le PIB. Donc, sur chaque dinar injecté dans le PIB, combien j'ai émis de CO2? La différence maintenant entre l'empreinte carbone et le bilan carbone. Le bilan carbone, déjà, c'est une marque française. La vraie nomination, c'est le bilan des gaz à effet de serre tel que défini dans la norme 14064. D'accord? Donc, le bilan carbone ou bien le bilan des gaz à effet de serre, c'est une approche site. On dit, par exemple, pour une usine qui fabrique du gin, elle a consommé ou bien elle a émis 30 000 tonnes équivalent CO2. C'est le bilan approche site. Pour l'empreinte, on dit on a émis 34 kg équivalent CO2 pour un jean taille 42 peint en noir avec 5 boutons et 5 poches déchirées au niveau du genou. Parce que cette opération, elle émet. D'accord? Donc c'est très spécifique. À cet effet, il ne faut pas être surpris lorsque vous faites une mission, par exemple, d'accompagnement pour l'empreinte carbone. L'empreinte carbone, elle coûte 4 à 5 fois plus cher que le bilan carbone d'un site. D'accord? Donc voilà, il y a pas mal de normes, 64 pour le bilan, le GAG protocole, les normes de l'analyse cycle de vie qui peuvent faire l'empreinte carbone. Donc l'empreinte carbone, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une approche sur un produit spécifique et c'est une analyse cycle de vie, ce qu'on appelle monocritère. Qu'est-ce que ça veut dire une analyse cycle de vie? C'est tel que défini dans les normes ISO 14040 et 44. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la quantification des impacts sur l'environnement sur le cycle de vie du produit. Donc, on ne va pas se limiter sur la production, mais dans toute la chaîne de valeur jusqu'à le recyclage et la fin de vie. D'accord? C'est une approche multi-étapes, bien sûr, multi-composante, et c'est une approche multi-critères, parce que l'analyse cycle de vie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne l'impact sur la santé humaine, sur le sol, sur l'eau, sur le carbone, etc. Donc, il y a pas mal de critères à définir. Maintenant, si on prend un seul critère, on fait une analyse cycle de vie avec un seul critère qui est le carbone, on se trouve avec l'empreinte carbone. L'empreinte carbone, c'est une analyse cycle de vie monocritère. Un autre exemple. Si on fait une analyse cycle de vie monocritère et le critère c'est l'eau, on parle de l'empreinte eau. D'accord? Quel est l'intérêt? Si on prend l'empreinte carbone et on fait une comparaison entre un véhicule thermique et un véhicule électrique, la véhicule électrique, elle émet le double d'un véhicule thermique dans la phase fabrication. Là, il y a deux questions qui se posent. La première, comment un véhicule électrique consomme le double? Et nous savons tous que c'est plus écologique. La deuxième, comment on parle de grammes équivalent CO2 par kilomètre dans la phase fabrication, là où la voiture, elle n'a pas marché? D'accord? La réponse est simple. Pour la première, on a comptabilisé ces empreintes dans la phase fabrication seulement. Lorsqu'on fait une analyse de cycle de vie, on se retrouve avec une émission de la véhicule électrique qui est moins de 22% que celle de la thermique. D'accord? Et c'est là l'intérêt de faire une analyse cycle de vie. La deuxième, pourquoi on dit CO2 sur kilomètre? Là, ce qu'on appelle dans les normes ISO 14040, 44 et 67, c'est ce qu'on appelle l'unité fonctionnelle. La norme elle exige de faire des indicateurs de performance qui reflètent l'usage, même si on n'est pas dans la phase de transport, d'accord? Mais il faut réfléchir à la phase usage. On le trouve aussi dans ceux qui ont travaillé sur la norme ISO 14001 et 50001, la série des chapitres 8. La maîtrise opérationnelle, l'achat et la conception, là où on incite les organismes à réfléchir à la performance énergétique et environnementale sur la durée de vie du produit. Voilà, donc... pour le bilan carbone ou bien bilan des gaz à effet de serre, on parle des notions des scopes. Scope, c'est plutôt dans le bilan carbone, on parle des catégories dans les bilans des gaz à effet de serre. Le scope 1, c'est simple, c'est tout ce qui est combustion. Tout ce qui est combustion dans notre organisme. Les combustions directes, bien sûr. Le scope 2, c'est lié à l'électricité. Le scope 3, c'est tout le reste. D'accord?
Donc, on peut avoir après comment faire cette catégorie, etc. Dans le scope 3, on rentre même dans la collecte des déchets, les achats des biens, les investissements. Même les investissements, ils ont une empreinte carbone, un facteur d'émission, etc. Voilà. Donc, maintenant, la question qui se pose, quel scope choisir lorsque je vais faire un bilan carbone? Parce que la norme, elle n'exige pas de faire les 3 scopes. Donc, chaque pays possède, ou bien elle a fait une réglementation sur quel scope choisir. Il y a ceux qui ont choisi le scope 1, le scope 2 et le scope 1, 2 et 3. Pour notre cas, où il n'y a pas une exigence en termes de scope à définir, là, c'est un peu l'expérience. Si on prend par exemple une industrie extractive, la majorité des émissions, c'est le scope 1. Ce sont des émissions directes. Si on prend par exemple une cimenterie, la majorité, c'est d'une combustion directe. D'accord? Donc, ça ne sert à rien de chercher les déplacements des personnels et l'impact des emails, etc., lorsqu'on a plus que 70% des émissions qui sont des émissions directes. Pour une industrie agroalimentaire, on prend l'exemple d'une industrie de production de boîtes de conserve de tomates, par exemple. Indépendamment de ce qu'elle a consommé comme combustible, les chaudières, etc., le gaz, etc., indépendamment de ce qu'elle a consommé d'électricité, la majorité, c'est dans le scope 3 amont. C'est-à-dire le scope 3 amont, c'est le déplacement des ouvriers pour labourer, par exemple, la terre, la pulvérisation du sol, les tracteurs, etc. Parce qu'on réfléchit dans une approche de cycle de vie. Donc, c'est tout à fait normal que c'est les scopes 3. Dans l'industrie automobile, c'est pratiquement la même chose parce que le véhicule consomme et émet de CO2 lorsque vous portez la voiture et vous déplacez tout au long de la durée de vie du produit, sachant que cette cartographie s'est faite en supposant qu'un véhicule, la durée de vie d'un véhicule, c'est 150 000 km. Ce n'est pas le cas en Tunisie, hein, dans tous les cas. D'accord, donc voilà, donc c'est ça. Voilà, c'est pratiquement l'avant-dernière, c'est lorsqu'on parle des systèmes d'échange des quotas, vous savez qu'en Europe, on a mis des seuils de quotas à ne pas dépasser, on peut vendre l'excès ou bien faire l'inverse, acheter des CO2. Et maintenant, avec le mécanisme d'ajustement carbone, là, on s'est retrouvé dans une transformation, c'est-à-dire cette transformation. On ne parle plus d'un quota et qu'on va le réduire. On va payer chaque gramme de CO2 qui sera produit. D'accord? Donc vous voyez, bien sûr, sur les 7 secteurs d'activité qui sont éligibles par le mécanisme d'ajustement carbone. Et là, il y a aussi une transformation dans la notion philosophique du carbone. On a passé d'un chiffre scientifique à calculer à une valeur économique. Aujourd'hui, pour les entreprises, le carbone, il n'est pas une entité physique, c'est un chiffre comme la TVA, comme la taxe sur la consommation, c'est un facteur purement économique. D'accord? Voilà, donc c'est ça. La dernière slide, vous savez tous qu'on ne pourra pas avancer sans avoir un système de management performant, sinon on se retrouve dans des actions purement ponctuelles. D'accord? Je donne toujours l'exemple de l'ISO 50001, qui est le système de management de l'énergie, qui a fait des résultats, c'est un système purement managérial, hein, qui a fait des résultats beaucoup mieux que l'audit énergétique réglementaire. C'est un peu bizarre, mais c'est la vérité. Pourquoi? Parce que c'est un système de management qui fait l'amélioration continue, qui exige la planification, la vérification, l'amélioration, etc. Donc aujourd'hui, on ne peut pas avancer dans cette thématique-là si on ne fait pas un système de management. Malheureusement, toutes les normes qui existent maintenant dans l'ISO et dans les autres organismes, aucune norme n'est un système de management, ce sont des directives, etc. Et un autre point, c'est qu'avec le carbone, on ne peut pas faire des systèmes ou bien des actions classiques avec un système de management classique. C'est un système très variable, c'est un système qui doit avoir une flexibilité entre les clients, les demandeurs, etc. Donc la meilleure solution, c'est de combiner les systèmes de management agile
ce qu'on connaît, par exemple le Scrum, l'Agile, le DFDD, etc. Il y a pas mal de systèmes de management. Et combiner ces systèmes de management à la comptabilité carbone pour avoir des résultats pertinents. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup, M. Ahmed Chaouechi. Merci pour la pertinente présentation. Vous avez tout clarifié, donc merci. Monsieur Adel Ben Youssef, notre cher expert et professeur. Donc, nous avons parlé, après l'intervention de monsieur l'ambassadeur, sur l'échelle macro-européenne et les stratégies, donc les orientations. Après, monsieur Ahmed nous a clarifié sur la terminologie. Je pense que tout est clair pour l'audience à propos de l'empreinte carbone, la décarbonation, les outils, les normes et tout. Donc maintenant, parlons échelle macro. Donc parlons un peu des enjeux. Et les enjeux, les opportunités, les menaces de la thématique carbone. Donc, je vous laisse la parole. Vous avez une présentation, je pense, pour appuyer votre discours. Merci. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Merci pour donc l'invitation, merci pour la modération, merci aux co-panélistes. En général, lorsqu'on vient faire un discours, on raconte une histoire. Donc, il faudrait que je vous raconte une histoire. Donc, je vais vous faire ça. L'histoire est très simple, la mienne. Pendant 25 ans, j'ai travaillé sur la transition écologique et la transition numérique. Le fil conducteur de mes travaux depuis 25 ans, c'était il faut faire des efforts, faites attention, l'écologie, même ma femme, elle en a marre de ça, parce que c'est les courbeaux noirs. Nous, on raconte cette transition depuis 25 ans. Alors, 25 ans en arrière, lorsqu'on parlait de ça, c'était vraiment, on apparaissait, enfin, laissez-nous vivre. Aujourd'hui, on arrive à un point de l'histoire où on a dit, vraiment, 25 ans à discuter cette histoire-là, ça ne se vend pas comme ça. Si on va dire aux gens, vous allez souffrir, ça va être difficile, il n'y a que des menaces, l'avenir est sombre, ça ne va pas raconter ça. Donc, ce qu'on va vous raconter, c'est que de dire, il y a une transition, et cette transition à faire, rendons-la heureuse, rendons-la pleine d'opportunités, rendons-la un peu plus équitable. On vivait dans un monde qui était pollué, on pourrait aller dans un monde plus propre. On est dans un monde très inégalitaire, on pourrait aller dans un monde plus égalitaire. On était les uns contre les autres, essayant de vivre ensemble. Et cette transition, c'est la transition que nous vous proposons. Donc la transition écologique n'est pas une menace, c'est une opportunité. Et on a la chance historique, c'est que nous avons aujourd'hui des outils qui permettent de rendre justement cette transition plus souple, plus facile. Donc je vais faire ma présentation comme ça. Je travaille avec plusieurs institutions, j'ai mis quelques logos sur cette transition. Et la double transition, la Twin Transition, donc Monsieur l'ambassadeur a parlé de ça, on est au cœur de ça, de cette modélisation de cette transition. La température ressentie ne cesse d'augmenter. Il ne faut pas parler d'augmentation, il faut parler en fait de dérégulation. Ce n'est pas le changement climatique, c'est une dérégulation climatique. Donc vous pourrez avoir de la neige maintenant, hein, et vous pouvez ne pas avoir, en fait, vous pouvez avoir des épisodes d'été quasiment ici à Mamet pendant le mois de décembre. Et donc en fait c'est une dérégulation, mais la température augmente. Globalement, la température augmente, elle est due à un facteur. Et Sid Ahmed, merci pour votre présentation. C'est dû au gaz à effet de serre. Retenez un chiffre. Moi, j'aime bien les approximations. Le monde entier, actuellement, nous sommes en train d'émettre, on va dire, 37,5, 38 gigatonnes de carbone. Ne cherchez pas trop à comprendre, mais gardez 38. Si vous ne voulez pas garder 38, gardez 40. 40, c'est une approximation. On a 40... on a dit à Paris, il faudrait limiter ce réchauffement climatique à 1,5. Si on veut limiter à 1,5, je vais aller vite,
En fait, il y a déjà 2495 gigatonnes de carbone dans l'atmosphère. Si on veut rester à 1,5, retenez le chiffre de tout à l'heure, c'était 38, il nous reste 380 gigatonnes à émettre. Et puis on doit arrêter complètement. Zéro émission. Pour avoir 1,5. Donc il faut être très réaliste, le 1,5 il est mort. Il y a quelques-uns qui nous disent toujours qu'on est capable, mais le 1,5 c'est très difficile. Le 1,7, il nous reste un budget de 730 gigatonnes. On va dire à peu près, on a pour 20 ans d'émissions. Et par la suite, arrêter complètement, être dans la neutralité carbone. C'est très difficile. Donc le plus probable, c'est le 2 degrés Celsius au bout de 30 ans, avec un budget carbone actuellement de 1230 carbone. Mais ça, le 1230, c'est ce qu'on doit émettre le monde entier. Alors la question, qui va émettre comment? C'est toute la négociation. Donc tout le monde doit faire des efforts. Oui, mais attention, il y a déjà des gens développés déjà qui sont... si vous dites aux hindous aujourd'hui arrêtez le développement parce qu'il faudrait qu'on soit compatible avec ça, ils vont vous regarder en disant nous, on n'est pas développés, on a 1,4 milliard d'individus. Mais globalement, on est d'accord aujourd'hui qu'il faudrait... Ça, c'est les budgets carbone disponibles. Et ce que vous a expliqué Siddharth tout à l'heure, ça va être notre quotidien de tous les... On va tout parler que du carbone, empreinte carbone et comment rester dans ces budgets-là. Ça, c'est le budget global. Donc, en gros, voilà le développement que nous... Non, c'est de l'autre côté. Je ne sais pas l'utiliser. Il ne revient pas. Hein. Ah, non, pardon. C'est moi. Allez, je reviens. Voilà le monde dans lequel nous vivons. Nous vivons dans un monde où il y a croissance continue des émissions et nous basculons dans quel monde? Nous basculons dans un monde avec les 3 scénarios. Ça, c'est les 3 plongeons à faire. Mais c'est des plongeons collectifs. Le monde entier doit arrêter. Et chacun a son rythme, bien sûr, parce qu'il y a des accords. Et dans nos accords, l'accord de Paris prévoit qu'il y a de la souplesse entre les partenaires. On ne va pas faire les mêmes efforts tous. Tous les pays développés doivent arrêter et être neutres en carbone en 2050. Nous, les pays en développement, on doit être neutres en carbone dans la deuxième moitié de ce siècle. Mais nous, Tunisiens, on pense que c'est une opportunité pour nous d'être neutres en carbone en 2050. Il y a plus d'opportunités pour nous d'être plus rapidement collés à 2050 et la neutralité carbone que de la retarder. Je dis nous, experts. J'engage pas... mais nous, experts, on pense que... bien, je vais passer à tout ça. La Tunisie a des engagements. Nous avons une stratégie qui s'appelle la stratégie de neutralité carbone. Nous avons modélisé une trajectoire, comment l'économie tunisienne pourrait être neutre en carbone en 2050. Cette trajectoire, elle est viable. Cette trajectoire, bien sûr, cette trajectoire, il y a des efforts à faire, mais c'est une trajectoire qui pourrait aussi remodeler notre modèle économique. Alors, pour aller vers la neutralité carbone, on passe par des petits plans, c'est comme les plans quinquennaux, qu'on appelle les NDC, la contribution domestique nationale. La Tunisie s'engage auprès de la communauté internationale en disant « qu'est-ce que je vais faire tous les 5 à 10 ans ?» Et là, nous, on a un engagement, voilà, donc je vous propose, beaucoup de gens ne le connaissent pas. Ça, c'est notre trajectoire, en fait, pour la Tunisie, si jamais on ne fait rien. Et puis, justement, on a une autre modélisation qui consiste à dire, si j'arrive à capter, vous voyez le plan Jean, donc on pourrait limiter, et on voudrait être avec une diminution de 45%, 45,5%. Non, nous, c'est 45. C'est les Marocains qui ont mis le petit 5 pour se distinguer par rapport à nous. Donc, eux, ils diminuent de 45,5%. Mais en Tunisie, nous, on diminue de 45% d'ici 2030. Mais qui, nous? C'est-à-dire vous, nous tous. On est engagé à diminuer notre intensité carbone. Et là, j'ai beaucoup aimé la précision intensité carbone. Qu'on diminue. Hein. Ce n'est pas le carbone, en fait, et le volume, mais c'est l'intensité carbone. Nous avons la stratégie bas carbone qui montre en fait la trajectoire si on ne fait rien, et une trajectoire comment on va arriver à la neutralité carbone.
Pour cela, le secteur privé, dans notre anticipation, il est responsable des 2/3 des efforts. 66% de notre CDN est assumé par le secteur privé. Alors là, dans cette transition, bien entendu, nous, Tunisiens, nous allons faire les efforts. Nous, secteur privé, nous allons faire les efforts. Mais aussi, il y a une responsabilité historique mondiale. Nous n'avons pas été à l'origine de cette catastrophe. Les 2495 gigatonnes de carbone dans l'atmosphère, ce n'est pas mes arrière-grands-parents qui les ont émis. Hein. Et donc, il y a des gens qui ont émis ça, qui doivent nous aider à décarboner notre économie. Et ça, c'est notre rôle, et mon rôle, en tant que négociateur en finance climat, de pouvoir négocier en disant, aujourd'hui, nous avons besoin aussi d'aide pour pouvoir changer de modèle de développement. Donc, ça pose le cadre. Le jour même où il y a notre réunion ici, nous avons un atelier qui est à Gamart actuellement, en même temps, dans lequel, conférence internationale d'investissement pour la mise en œuvre de la CDN en Tunisie. C'est-à-dire, nous avons mis la CDN et nous avons appelé nos partenaires pour voir comment on va financer la CDN. Donc, nous voulons aller vers ce monde qui est meilleur, mais nous avons besoin de faire des efforts individuels de notre côté, et nous avons aussi besoin des partenaires internationaux pour pouvoir faire ça. L'atelier, il a lieu aujourd'hui et demain. Hein. L'atelier, il réunit aussi 300 personnes qui est sur ça. Alors, tous les pays sont engagés dans la décarbonation, donc je crois que M. l'ambassadeur l'a rappelé. L'Union européenne est, de ce point de vue, exemplaire, parce que vraiment, lorsqu'on voit les autres partenaires, comment ils sont engagés, l'Union européenne donne l'exemple sur ça. Les industries doivent décarboner, beaucoup d'industries donc, sont engagées dans ça. L'empreinte carbone devient le cœur de métier de beaucoup d'industries, alors surtout de Sid Ahmed, parce qu'il a beaucoup de travail hein, dans le futur. Hein. Donc je pense que la responsabilité sociale et environnementale est intéressante. Pourquoi elle est intéressante? Ben justement pour rendre cette transition heureuse, pour rendre cette transition justement juste. Parce qu'il y a une injustice dans cette transition. Lorsqu'on va faire des efforts, les pauvres et les plus démunis sont les plus touchés. Nous avons besoin de vous pour aider les 900 000 familles tunisiennes qui vont être fortement touchées lorsqu'on va appuyer sur les signaux prix. Et ils ont besoin d'être équipés en énergie alternative. Ce plan de, par exemple, le PV social, un des projets que nous avons aujourd'hui, j'ai envie d'avoir les entreprises tunisiennes et étrangères installées ici l'assumer en partie. On n'a pas uniquement à demander à nos partenaires internationaux. Je pense que les entreprises ici, on a besoin vraiment d'aider les plus démunis pour qu'ils n'aient pas de précarité énergétique. Et c'est des petits projets. C'est des petits projets qui peuvent donner vraiment, c'est des game changers pour beaucoup de gens. Parce que s'il y a précarité énergétique, il y a diminution des performances en termes de santé, diminution des performances en termes d'éducation. Et donc, pauvreté intergénérationnelle. Et comme nous voulons une société juste, nous avons besoin de vous pour ce type de projet. Les technologies offrent un potentiel immense aujourd'hui. Mais j'ai entendu le discours, j'ai ajouté une slide. Moi, j'aimerais que vous parliez d'industrie 5.0, pas de 4.0. Pourtant, je suis un expert en 4.0. Hein. Il y a une différence énorme entre le 5.0 et le 4.0. La 5.0, elle n'est pas centrée sur la technologie. Les gens qui sont derrière la technologie aujourd'hui, ils ne savent pas où elle est. Et c'est du cœur de la Silicon Valley. Hein. On crée de la technologie, mais on ne sait pas où on va. Et nous, on a envie que la technologie soit dirigée justement, qu'elle soit centrée sur les humains. On n'a pas besoin de technologie qui se substitue aux hommes. On n'a pas besoin de technologies qui accroissent le chômage dans notre région. On a besoin de technologies qui soient complémentaires à l'homme. Et il faut faire attention parce que c'est à nous de donner la direction. Il ne faut pas laisser aux technologues de donner la direction. Deuxièmement, on a besoin de technologies qui ne soient pas dirigées uniquement sur la profitabilité, mais sur la sustainability. C'est complètement différent. Hein. Vous pouvez accroître l'efficience avec le 4.0. Mais nous, on a envie que vous accroissiez davantage, en fait, la soutenabilité. Et surtout, en fait, hein, c'est d'accroître la résilience. Il y a beaucoup de littérature aujourd'hui. Si vous regardez le nombre de publications scientifiques du 4.0, c'est en baisse.
Et la publication scientifique dans le 5.0, c'est en augmentation. Parce qu'il faut donner aussi une direction à la technologie, ne pas la laisser aller où elle veut. Une seule technologie, l'intelligence artificielle, est capable de réduire le 5, en fait, de 1 trillion à 2,653 gigatonnes de carbone, ça correspond à 5 à 10% des émissions globales. Donc il y a une rationalité à utiliser la technologie, mais il faut l'utiliser pour des objectifs bien déterminés. Alors je donne 4 recommandations pour finir, j'étais un peu lent. Il faut que nous, Tunisiens, mettent en place des cadres de transparence, il faut qu'on ait une comptabilité, il faut qu'on sache la Tunisie combien elle émet, quels sont les effets qu'elle est en train de faire, quels sont les effets de la politique. Il faut construire une capacité avec nos jeunes, surtout pour adapter ces technologies à vos besoins en tant qu'entreprise. Ça, on a besoin. Faites attention, si vous ne prenez pas en charge l'écosystème entrepreneurial aujourd'hui des startups qui sont capables de vous aider, ils sont tous en train de fuir. Et je vous le dis, vous avez une responsabilité sociale énorme aujourd'hui à soutenir ces startups tunisiennes qui sont extraordinaires, mais en leur donnant du boulot. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un moment critique de basculement. Troisièmement, faire évoluer les projets. Oui, les projets de l'Union européenne, oui, les projets de l'UNIDO, mais on en a marre des petits projets de démonstration. Il y a des projets qui marchent. Celui de l'UNIDO, SwitchMed, c'est un excellent projet. On a besoin de le mettre à niveau x100. On n'a pas besoin de dupliquer les petits projets et surtout de faire des réunions de ce type. Désolé de... Non, mais... non. On ne vous donne pas la possibilité de le faire, vous n'allez pas... Mais tout de suite, Anis, il a été... Non. C'est-à-dire qu'en fait, la sensibilisation est extraordinaire. Mais il faut dépasser la sensibilisation, et pardon pour le message. Hein, donc, il faut qu'on dépasse il faut qu'on mette en pratique les projets aujourd'hui. Et au final, j'aurais pu faire ça. Hein. Comment la RSE peut aider à passer la neutralité carbone en Tunisie? Tout simplement, ça, c'est les réponses de ChatGPT. J'aurais pu faire toute la démonstration là avec ça, et je n'ai pas besoin. Donc, mais ChatGPT vous donne exactement ce que... Donc, désolé, et merci beaucoup pour votre écoute sérieuse. Merci beaucoup, Monsieur Adel. Une intervention hyper riche et constructive et positive surtout. C'est important de focaliser sur le terme positivité parce qu'on ne peut pas avancer sans le capital humain, sans le côté social et humain pour décarboniser ou travailler sur l'empreinte carbone. Monsieur l'ambassadeur, je vous pose une question que Monsieur Adel a déjà posée. C'est une question clé. Pourquoi les entreprises, ou est-ce que les entreprises elles sont obligées de passer au vert? Là, nous avons un cocktail entre la sensibilisation, et je suis d'accord avec vous, la sensibilisation elle n'est pas suffisante, entre sensibiliser, obliger, pousser et rendre primordial et aussi encourager. Donc rendre la transition positive et heureuse, comment l'Union européenne elle accompagne donc, la Tunisie sur cette transition positive. Très bien, merci beaucoup. Ça me permet de revenir effectivement sur deux, trois idées qui sont parvenues en vous écoutant, très intéressantes. Donc pour moi, le panel était très riche et très informatif. Vous avez bien senti que le projet de l'Union européenne à l'intérieur de l'Union européenne est double, donc une sensibilisation au max et utiliser le cadre réglementaire au max, mais en sachant aussi que finalement c'est aussi l'économie qui parle. Donc le prix d'avoir une industrie plus sale, moins vert, est en augmentation. Et les seuils actuels pour le ETS, et pas la fin, ça va augmenter. Ça va augmenter dans les années à venir. Et là, je suis aussi, deuxièmement, comme exemple, avec nos partenaires, on essaie d'encourager au max de s'associer à cette méthodologie. Déjà, en Tunisie, on trouve un pays qui, politiquement, est sensible à cela, mais qui traîne peut-être de mettre tout ça en œuvre en pensant qu'il y a encore une
niche de réserve de les laisser épargner. Et pour cela, l'exemple du système externe, je pense, est assez parlant, qu'on essaie aussi d'être pas administrativement trop lourd. Donc le système de pénalisation de la fuite de production carbone est visé sur les industries qui sont les plus nuisantes, plus polluantes. Mais ça ne veut pas dire que les autres industries ne devraient pas faire partie d'un deal, d'une politique interne à l'intérieur de la Tunisie, bien sûr. Mais en termes de charges, d'odeurs douanières et autres fiscales, entre l'Union européenne et la Tunisie, prenons le ciment, sera visé sur le ciment et pas les autres produits qui peut-être aussi devraient être plus verts, mais on ne va pas les nuire en termes de capacité d'exportation et pour alourdir le système. Donc avoir quelque chose qui est très exemplaire, assez visible dans l'ensemble, pour avoir un système incitatif. Et quatrièmement, je pense aussi la manière dont, aussi le slide qu'on vient de voir, essaie de mettre à pied égal les industries, est également que ce n'est pas notre système qui doit être appliqué par un pays comme la Tunisie. Il suffit qu'il y ait une équivalence dans les systèmes qui sera réduit pour les industries. Et cinquièmement, j'ai parlé quand même d'une longue phase de transition, donc ce n'est pas un choc système pour aliéner des partenaires. Au contraire, ça commence avec 2 années même de grâce, et puis lentement ça se met en place. Mais évidemment, à partir de 26, 28, 29, il y aura des revues de ce système qui sera bien ancré et mis en place, auxquelles se greffer de plus en plus les autres industries. Donc l'aspect incitatif, mais à travers le biais d'une commercialisation et d'un facteur économique, plutôt que uniquement réglementaire, et la formule qui est privilégiée pour l'instant. Parfait, merci beaucoup. J'aurais souhaité peut-être intervenir, si vous permettez, par rapport à son excellence sur une question. La progressivité, c'est bien, pour ne pas créer ce choc que vous êtes en train de décrire, Excellence. Mais je me pose une question par rapport à l'asymétrie. C'est-à-dire aujourd'hui, lorsqu'on essaie de comparer un peu les empreintes carbone des pays comme le nôtre, nous avons une industrie, mais nous n'avons pas une industrie très très importante. Nous ne sommes pas vraiment polluants. Et je ne sais pas, Ahmed peut confirmer ça, Adel aussi. Le dégagement de tout ce qui est nuisible par rapport à l'ozone en Afrique, par exemple, n'est rien à comparer à l'Europe. Alors, je ne sais pas s'il y a un mécanisme qui essaie de créer cette asymétrie entre ce que font les industries des pays du Sud par rapport à ce que font les pays les plus pollués, et notamment les pays européens, les pays donc très industrialisés. Je ne sais pas si ça a été prévu. Alors, je pose la question à tous les panélistes, y compris son Excellence, par rapport à cette question. Cette asymétrie pourrait, à mon sens, être plus équitable. Donc, dans, entre guillemets, la pénalisation donc, qui pourrait surgir par rapport aux industriels de la rive sud de la Méditerranée et de l'Afrique, notamment, qui n'est pas aussi polluante que les autres parties du globe. Bon, je laisse parler aussi les autres collègues. Ma réponse est simple. De notre approche, et pas de regarder le pays en soi, ni le secteur, mais le produit. Dans ce cas-là, c'est le produit qui est importé, qui est regardé sur son empreinte carbone par rapport au prix le même produit aurait dû payer avec une méthodologie plus verte ou moins verte. Donc c'est une symétrie complète en termes de produits. On met effectivement l'industrie, l'entreprise à pied égal en termes de coûts ou non-coûts supplémentaires, oui ou non, selon l'empreinte carbone de l'industrie. Ça n'a rien à voir ensemble avec une asymétrie avec un pays, parce que là, j'espère que j'ai bien clair, l'objectif est évidemment d'éviter que des asymétries qui sont dangereuses pour tous les pays qui veulent avancer dans une réduction économie verte, et que les produits, notamment comme les ciments qui pourraient se produire n'importe où, et dégagés et importés dans des pays plus polluants. Donc ça s'est fait l'effet serait pervers, en fait, en essayant de réduire
avec du réglementaire Union européenne, et en fait on arrive à avoir le fait contraire, c'est-à-dire disons venant de l'Inde avec double de l'impact carbone que d'un pays en Tunisie qui aurait fait l'effort d'être plus vert, ou autrement aurait dû payer la différence entre l'empreinte carbone. Donc moi je suis un fan complet de cette symétrie qui est visée à la production, et avec l'intérêt que c'est le produit le plus vert qui sera primé, et les produits moins verts ont une taxe supplémentaire à payer, et finalement c'est le marché qui trie avec soit des autres avantages ou désavantages. Oui, très brièvement, parce que nous devons clore. Brièvement, il y a quelques limites dans l'empreinte et la comptabilité carbone qu'on doit le savoir. En premier lieu, si on fait une comparaison entre, lorsque je pose la question, quelle est la centrale la moins polluante en termes de CO2 dans le monde, c'est la technologie nucléaire. C'est un peu bizarre. Bon. La deuxième chose, c'est qu'il y a des effets qu'il faudra faire attention à ces effets-là. Le phénomène le plus fameux, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. Lorsqu'une entreprise réduit sa consommation énergétique ou bien ses émissions, donc elle prend beaucoup plus d'argent et beaucoup plus de gains pour produire plus. Donc il faut toujours faire cette synergie entre le plan d'action pour réduire les émissions et avoir de l'autre côté un système rassurant pour ne pas polluer plus. Autre chose, c'est que l'objectif dans le monde, c'est de réduire les émissions de CO2. Mais l'objectif des pays, c'est réduire l'empreinte par rapport au PIB. Donc, ce n'est pas la même chose. D'accord? Donc, à cet effet, c'est surtout dans la négociation. Maintenant, on négocie la taxation carbone en Tunisie, etc. Il faut juste mettre une parenthèse, c'est que l'élimination, par exemple, de la subvention sur le pétrole qui est actuellement régie en Tunisie, c'est une forme de taxation. Donc, parfois, on n'a pas intérêt de mettre une autre taxation. Donc, il faut valoriser ce qu'on a, d'accord, pour s'aligner aux objectifs internationaux. Voilà, merci. Si vous voulez dire quelque chose? Oui, juste pour dire, ce qu'il faut comprendre, et là je me permets pour l'Union européenne, moi je vis des deux côtés, c'est que derrière en fait les décisions de l'Union européenne, il y a des opinions publiques. Et moi je le vois avec mes étudiants à l'étranger. La conscience environnementale et la conscience de la problématique carbone, elle est au top. Hein. C'est-à-dire qu'en fait on a des changements radicaux et des gens qui poussent à l'action. Donc ce n'est pas uniquement une décision pour la compétitivité, pour préserver. Ça, c'est l'ancien monde. Vous avez aussi des opinions publiques aujourd'hui qui, de plus en plus, aujourd'hui, alignées avec ces objectifs de décarbonation, d'aller vite, de prendre des bonnes décisions. Et donc, ça a bougé de l'autre côté. Et donc, il faut s'attendre à ce que les législations et tout ça, tous les cadres vont augmenter, ça va être une pression de plus en plus forte des opinions publiques pour une action climatique. Parce que comme je viens de vous l'expliquer, le temps de la réflexion est révolu. Nous sommes aujourd'hui dans le temps de l'action. Et je m'aime plus, nous avons que jusqu'à 2030 où on est encore maître de notre destin. Parce que si on va dégager d'ici 2030 les mêmes quantités, le budget carbone, comme je vous l'ai expliqué, il est complètement épuisé. Et donc, par la suite, on rentre dans des turbulences beaucoup plus fortes. Donc, il faut prendre ça positivement. J'étais au Maroc il n'y a pas longtemps, 2 semaines. Les industriels marocains disent, chouette, celui qui va importer de Chine, il va avoir un coût de transport très important. Et en plus, on va lui calculer l'intensité carbone. Donc, je suis au Maroc plus compétitif si je décarbone vite pour pouvoir aller vers l'Union européenne. Il faut qu'on pense positivement en termes d'opportunités. Merci. Merci. Juste pour clôturer, un dernier point à ne pas négliger aussi. On parle d'une clientèle, d'un consommateur. Les entreprises, elles vendent des produits, des services. Le consommateur final, aujourd'hui, est de plus en plus conscient.
ils vont même à faire des choix plus coûteux pour se sentir responsables. Donc ça, c'est aussi important. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur Ahmed, Monsieur Adel. C'était hyper intéressant, hyper riche. Merci pour l'audience, pour votre écoute. Monsieur Enis, merci beaucoup. Merci à Madame Abir Sessi pour la modération. On peut applaudir ce panel excellent. Son Excellence, Monsieur Marcus Cornaro, ambassadeur de l'Union européenne en Tunisie, merci d'avoir été des nôtres, d'avoir décliné cette stratégie européenne en la matière. Sid Ahmed Chawish, c'est toujours avec plaisir que j'écoute vos interventions, sans oublier mon ami Saadel Ben Youssef, toujours pertinent et tranchant dans ses analyses avec ce beau show qu'il est le sien. Alors, je pense que la matinée a été vraiment très très intéressante, beaucoup d'informations, beaucoup de compétences également, et je pense qu'il est temps d'aller se rafraîchir un peu autour d'un bon café. Donc une petite pause café de 20 minutes, ensuite on reviendra pour terminer la journée avec 2 thématiques à l'ordre du jour, la transformation digitale et les énergies renouvelables, une thématique très intéressante, et puis l'agritech, la question de l'eau et de l'agriculture. Alors bon café et à tout de suite, mais avant de partir, s'il vous plaît, Sikhlil ou Madame Melel, alors on va donner un petit cadeau à son Excellence, voilà, pour son engagement. Merci. Merci Excellence pour votre engagement.